Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre. Ce matin, nous allons parler de la police. Quel est le moral des policiers alors que depuis de nombreuses années maintenant, ils se trouvent au cœur de plusieurs problématiques liées à la sécurité, bien entendu, mais aussi à la citoyenneté et plus globalement à leur rôle dans la société. Avec nous ce matin pour en parler, Bruno Bartosetti, représentant régional du syndicat Unité SGP Police. C'est le syndicat majoritaire qui, il y a quelques années, a procédé à un sondage, on va en parler, un sondage dans les rangs de la police qui met en avant et qui met à jour certaines choses assez inquiétantes. On va en parler, mais on va aussi parler de ce qui se passe à Marseille en ce moment et puis des conditions de travail de la police. Mais tout d'abord, l'actualité, c'est le fameux récépissé pour lutter contre les contrôles aux faciès. C'était une promesse de campagne de François Hollande, promesse enterrée par le ministre de l'Intérieur Manuel Valls tout récemment. On regarde un reportage et on en parle avec notre invité. C'était samedi dernier, gare du Nord à Paris. Les gardiens de la paix procèdent à des contrôles d'identité, opération de routine filmée ici en caméra cachée. Cible privilégiée des policiers, la population jeune, noire et maghrébine et le style banlieusard. Ce ciblage a été mis en évidence par une étude du CNRS réalisée ici même il y a 3 ans. Une pratique policière très mal ressentie par la population visée, surtout quand ces contrôles deviennent répétitifs. Pour moi, c'est plus la couleur de peau parce que deux fois, quand je suis avec des amis blancs, c'est rare, franchement, c'est rare que je me fais contrôler. C'est plus des amis arabes et des amis noirs que je me fais contrôler. Qu'est-ce que vous ressentez? La douleur, même un peu, je peux dire un peu la haine, parce que ça fait quand même un peu mal de se faire contrôler devant plein de gens et de te mettre contre le mur comme ça et tout. Plusieurs associations dénoncent une pratique discriminatoire. Le collectif Stop le contrôle aux faciès propose que le policier remette un formulaire de ce type à chaque personne contrôlée. Explication au public à Châtelet-Léal. Pour le citoyen, ça lui permet déjà de savoir pourquoi il est contrôlé, ce qui est quand même primordial. Et puis aussi le récépissé permet aux citoyens, c'est en fait une preuve au cas où ils veuillent en fait contester un contrôle d'identité qu'ils jugeraient abusif. Mais le récépissé ne peut qu'entraver le travail de la police. Nos collègues ont déjà prévenu que si le récépissé était installé, il ne procéderait plus à aucun contrôle d'identité. Nous-mêmes, nous avons donné des consignes dans ce sens-là. Et bien évidemment, le ministre de l'Intérieur s'est très rapidement aperçu, et il en a convaincu le Premier ministre, que ce système n'est pas transposable en France. Et pourtant, cette pratique a fait ses preuves à l'étranger. Les responsables de la police de plusieurs pays sont venus en rendre compte hier à Paris. Le formulaire de contrôle aurait permis notamment en Grande-Bretagne de mesurer l'efficacité du travail de la police et d'améliorer ses résultats. Ça, c'est une tactique parmi d'autres pour essayer de faire ça. Et avoir un formulaire aide parce que pour la transparence, mais aussi pour avoir ces statistiques. Enterrée par le gouvernement il y a 15 jours, l'idée du récépissé est toujours défendue par le collectif qui affiche aujourd'hui le soutien de diverses personnalités. Elle demande la fin des contrôles aux faciès, promesse électorale de François Hollande. Alors Bruno Bartosetti, ce problème, c'est vrai qu'il existe, des contrôles aux faciès. Manuel Valls a laissé tomber en gros, mais sous la pression de la police française, qui est fortement opposée. Pourquoi elle y est opposée? Est-ce qu'il y a une solution alors pour lutter contre cela? Alors c'est vrai que pour Unité SGP Police, nous nous sommes opposés à ce récépissé. Sur le principe, pourquoi pas, mais il faut y réfléchir avant de partir sur des textes de loi. On ne peut pas comparer notre culture, notre société à celle d'autres sociétés. Ou de l'Angleterre, par exemple, qu'on a donné un exemple. Voilà, mais alors pourquoi? Alors déjà, bon, là je ne suis pas sociologue, mais en France, on a tendance à contester systématiquement le contrôle, alors que le policier, lorsqu'il vient contrôler un automobiliste ou dans un secteur dit sensible, un jeune ou moins jeune, un individu d'origine maghrébine ou autre n'est pas dans la recherche systématique du faciès. Loin de là. On est là pour faire notre travail parce qu'on nous demande de le faire. Oui, mais vous savez que ce problème existe. Il y a une étude donc de 2 à 15 fois plus de chances lorsqu'on est maghrébin ou noir d'être contrôlé. Donc j'imagine que sur le constat, vous aussi, vous dites qu'il faudrait arriver à des résultats plus équilibrés, j'imagine. Comment on le fait si on ne met pas en place le récépissé? Alors moi je crois que surtout on doit laisser le fonctionnaire de police parce que ça va au-delà du récépissé. Alors premier point, le récépissé entraînerait des dérives si on acceptait cette mesure. Lesquelles? Tout simplement, ça deviendrait une deuxième pièce d'identité. Peut-être ça servirait à certains faussaires, à certains jeunes
ou moins jeunes qui ont envie de passer le récépissé à un des copains, on se retrancherait derrière ce contrôle pour la journée et on serait on va dire, certainement préservé par ce bout de papier. Vous, en fait, vous craignez la surcharge de travail que ça amènerait et les dérives que ça pourrait amener, c'est ça? Exactement. Sur l'application, ce n'est pas possible, même si sur l'idée, on peut y réfléchir. Sur l'application, ce n'est pas possible. Ça nous surchargerait dans notre travail administratif et ça permettrait à une minorité peut-être de jeunes qui ont envie de dériver avec ces papiers, peut-être de nous repousser dans nos démarches de contrôle. Ça, c'est un premier point. Après, le contrôle par lui-même, lorsqu'il s'exerce dans certains secteurs, que ce soit la nuit ou le jour, en fonction des situations, on peut comprendre le ressenti de Maghrébins qui se laisse contrôler, qui est contrôlé plusieurs fois, oui. Qui se fait contrôler plusieurs fois dans la journée. Il faut savoir quand même que ces dernières années, on nous a poussé, nous policiers, à contrôler. On nous a poussé à interpeller pour alimenter des chiffres qui n'intéressent que nos politiques. Hein. Vous voulez dire que, ouais, en fait, cette explosion du nombre de contrôles au faciès, puisque c'est constaté, c'est lié intimement à la politique du chiffre? Absolument. Aujourd'hui, je prends l'exemple en matière de stupes, mais en matière de contrôle sur l'immigration, on nous demande d'atteindre, je prends l'exemple de l'Hérault, mais enfin ça se vérifie dans toute la région, 500 reconduites à la frontière pour l'année. Voilà. Et une fois qu'on a rempli nos statistiques, je parle de nos dirigeants, eh bien on est satisfait du travail. Alors le travail, ce n'est pas ça. Nous, ce qu'on demande, c'est de nous laisser le temps de travailler sur des réseaux, sur des faussaires, mais certainement pas d'interpeller tous les jours les mêmes personnes qu'on va retrouver le mois d'après pour alimenter des statistiques. Et bien sûr, ça nous amène à être dans l'excès et c'est compréhensible que ce ressenti existe dans une certaine catégorie de la population. De la population française, bien sûr. Cette politique du chiffre notamment, alors j'imagine donc pour expliquer, pour être clair, qu'en fait s'il y a plus de contrôle sur les gens qui sont ou noirs ou d'origine maghrébine, c'est uniquement parce que effectivement il y a un chiffre à atteindre et qu'on se dit, les policiers se disent, dans cette population-là, il y a peut-être plus d'immigrés illégaux et donc on va atteindre notre quota, c'est ça? Mais c'est un peu réducteur, mais c'est un peu ça. Si on doit ramener du chiffre... et uniquement du chiffre. Et uniquement du chiffre, parce que c'est ce qu'on nous a demandé, eh bien on va aller dans certains secteurs pour amener des résultats. Et ça, c'est une insulte pour la profession, parce que le policier, le matin, lorsqu'il se lève, son envie, c'est pas d'interpeller 10 noirs pour un blanc. Voilà, en résumé, c'est pas du tout l'esprit du policier dans sa démarche de travail. Alors, est-ce que cette politique du chiffre, qui a été initiée, vous me démentez si c'est pas le cas, par Nicolas Sarkozy lors de son passage au ministère de l'Intérieur, est-ce qu'elle est remise en question? Est-ce qu'elle n'existe plus aujourd'hui? Parce que c'est vrai, vu de l'extérieur, on a vu encore Charles Pasqua hier qui clamait son admiration pour Manuel Valls, Brice Hortefeux avant lui. C'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau du ministère de l'Intérieur. Est-ce que dans les faits, au jour le jour, vous, dans votre activité, cette politique du chiffre, elle a été remise en question depuis l'élection de François Hollande notamment? Alors, elle se remet elle est remise en cause et puis on va travailler progressivement sur le qualitatif plutôt que le quantitatif. C'est ça le message qui vous est passé. Aujourd'hui, vous n'avez plus de consignes, enfin les policiers n'ont plus de consignes disant il faut faire 500 reconduites à la frontière par an ou quelque chose de ce genre. C'est fini. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce schéma de travail. Effectivement, on sera toujours dans l'interpellation. On aura toujours des comptes à rendre, on aura toujours évidemment des chiffres à donner pour justifier notre travail. Par contre, ce qui est important, c'est que ce qui doit prendre le dessus, et c'est ce qui est en train de se mettre progressivement, c'est sur le qualitatif. On n'est plus dans ce schéma. Vous savez, on a vécu il y a 7-8 ans des quotas de garde à vue. C'est quand même incroyable d'entendre et de lire ce genre de note de service. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a aucune note de service qui circule dans ce sens. J'ai rencontré dernièrement le directeur central de la sécurité publique qui nous a confirmé qu'on allait travailler sur du qualitatif et certainement pas sur du quantitatif. Et on va revenir à un travail plus professionnel, plus noble, parce que c'est ce qu'attend le policier sur le terrain. Travailler de manière beaucoup plus républicaine. Alors, est-ce que pour faire ce travail-là, qui est de l'investigation, de la recherche, est-ce que les effectifs sont suffisants? Aujourd'hui, on apprend que le gouvernement, pour 2013, veut créer 5000 emplois de gendarmes et de policiers. Est-ce que c'est assez, selon vous? Alors,
c'était important d'arrêter... 500, pardon, je me suis trompé, je vérifie, excusez-moi, c'était 500 postes sur l'année. Voilà, c'est 500 postes de plus par an. C'était important à un moment donné qu'on arrête la RGPP, la révision générale des politiques publiques, qui est la baisse des effectifs dans la fonction publique et notamment dans la police. Pour mémoire, entre 2004 et 2012, nous avons perdu 12 000 policiers et gendarmes. La volonté politique du gouvernement précédent était de supprimer encore 3 000 CRS et gendarmes. Heureusement, aujourd'hui, il y a une réaction. On peut être malgré tout positif sur ces annonces. On ne supprime plus ces 3 000 policiers, on recrute 500 policiers de plus par an pendant 5 ans. C'est quand même une très très bonne mesure. C'est insuffisant. Évidemment, c'est insuffisant. À combien vous estimez les besoins pour le département de l'Hérault, puisque c'est un département que vous connaissez bien? Alors, pour la région, je vais parler de 250 policiers titulaires minimum. Donc c'est pour cette raison que 500 policiers... Le manque aujourd'hui, hein? Le manque aujourd'hui, 250 policiers pour la région. Pour le département de l'Hérault, c'est une cinquantaine de policiers supplémentaires. Et vous savez, même si vous interrogez la préfecture, même si vous annoncez que les chiffres n'ont pas baissé, moi je peux... Bon, ce serait trop long, mais je peux vous démontrer l'inverse. Et tout le monde s'en rend compte. De toute façon, à partir du moment où on nous annonce des chiffres, on sait très bien aujourd'hui que le citoyen, la victime, parce qu'il faut penser aux victimes, a besoin d'être en contact avec sa police, ce qui n'est plus le cas. Aujourd'hui, le seul contact qu'on a, c'est un procès verbal qu'on reçoit à la maison. Donc il est important de remettre du policier sur le terrain, en tenue. Pour cela, il faut recruter. C'est ainsi qu'on peut avoir une police présente dans tous les secteurs. L'investigation, la dissuasion, la prévention et la répression, bien sûr. Et ça rejoint un sondage qui a été fait tout récemment, en 2011 d'ailleurs, où plus de 51% des Français pensaient que la police n'était pas assez présente et pas aux bons endroits. C'est quelque chose qui vous étonne, ça? Non. Pas du tout. Et nous l'avons toujours dénoncé au sein de notre organisation syndicale. Et nous sommes heureux de l'avoir été entendus. Mais il y a encore d'autres mesures à avoir évolué. Alors on va parler du moral des policiers, comme je l'avais annoncé. Vous avez fait, votre syndicat a procédé à un sondage auprès de combien de policiers dans la région? À peu près 4000 policiers, 75% ont répondu. D'accord. Donc ça n'a pas de vocation scientifique, bien entendu, mais ça donne une photo assez intéressante. Et alors, il y a donc parmi ces policiers qui ont répondu, plus de 50% des personnes qui n'ont pas le sentiment que le travail est bien fait. En tout cas, ils l'ont de temps en temps, mais la plupart du temps, ils ne l'ont pas. Et il y a aussi plus de 50% des policiers qui estiment ne pas avoir de fierté à faire ce qu'ils font. Ça, c'est le résultat de votre sondage. Donc on le voit sur cette palette-là. Donc 50,7% des policiers n'éprouvent pas de fierté à faire leur travail. C'est assez... c'est surprenant. Il y a vraiment j'allais dire une dépression au niveau de la police, ou comment vous expliquez ça? Alors tout simplement parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on exerce le métier de policier, c'est certainement pas pour le salaire, parce que nous sommes vraiment pas très très bien payés. Une parenthèse, combien c'est le salaire d'un policier qui débute? Gardien de la paix, 1 700 €. En net, là, on parle. Oui, je suis en net, 1 700 € en travaillant bien sûr tous les week-ends, les jours de l'an, pour les fêtes, et dans des zones très très sensibles comme Paris. Et en fin de carrière, c'est 2 400 € après 30 ans de service, en travaillant bien sûr les nuits, les week-ends et les jours fériés. Donc on ne devient pas policier pour faire de l'argent, comme on dit. Voilà. Et ensuite, alors les autres raisons de ce diagnostic-là? Alors, le policier a fonctionné avec l'amour du métier. À partir du moment où nous supprimons les budgets, où on est politisé à mort, comme ça a été le cas ces dernières années, où on nous met une pression terrible sur les épaules, parce que toute la sécurité aujourd'hui repose sur les épaules des policiers. Or, on sait très bien que c'est le plein emploi, l'éducation nationale et la police, bien sûr, qui peuvent régler ces problèmes de sécurité. Le moral forcément du policier sur le terrain est très bas. On ne peut plus travailler aujourd'hui avec l'amour de ce métier. On perd la vocation, tout simplement parce que forcément, dans tous les cas, on a tous les torts, tous les maux qui vous retombent dessus, en quelque sorte. Voilà, ça se retombe sur nous. Et puis j'ajouterai également qu'on ne nous pardonne aucune faute. C'est normal qu'un policier soit sanctionné lorsqu'il commet une erreur. Mais vous savez, dans la fonction publique, vous avez 7 à 8% de fonctionnaires sanctionnés. Sur ces 7 ou 8% de fonctionnaires sanctionnés, 50% sont sanctionnés dans la police nationale. Ça va du rétroviseur cassé, même lorsqu'il est en intervention, à des faits plus graves, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais toute cette pression qui s'exerce sur le policier fait que on est obligé de se remettre en question, et peut-être même voir d'autres professions qui peuvent nous tendre la main. Par exemple, la police municipale, est-ce que c'est plus intéressant aujourd'hui, au niveau notamment financier et des conditions de travail, d'avoir un œil sur ce qui se passe dans les polices municipales? Est-ce que des policiers nationaux le font?
Alors de plus en plus, surtout chez les jeunes policiers, ce sont les ADS, les emplois jeunes, ont tendance à se diriger vers la police municipale, ce qui est pour nous une grave erreur, parce que ça peut être intéressant, on peut être attiré par le métier de policier municipal, tout simplement parce qu'on peut rester dans sa région et avoir apparemment un salaire plus intéressant. Mais je crains que là, c'est un sujet qui est très difficile, parce que je crains pour les policiers municipaux que les années à venir vont être compliquées aussi pour eux, surtout si on leur donne des pouvoirs juridiques qu'ils n'ont pas pour l'instant. Ça va être très compliqué pour eux, et pour eux, ils risquent de rencontrer le problème que nous rencontrons aujourd'hui. Parce que expliquez-nous la différence en fait entre un policier national et un policier municipal. Il y a une question de formation, de niveau d'embauche aussi. Oui, la formation d'un policier, c'est 1 an. Nous avons des qualifications d'agent de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, et nous sommes en lien direct avec le parquet. Nous avons 2 hiérarchies, la hiérarchie juridique et la hiérarchie administrative. Le policier municipal a une hiérarchie administrative, et aujourd'hui, si on laisse le judiciaire dans les mains de la police municipale, je suis convaincu qu'ils en ont les capacités, mais ce n'est pas un problème. Mais je ne vois pas comment on peut imaginer qu'une mairie, quelle qu'elle soit, puisse gérer du judiciaire, par exemple, et puis surtout le déséquilibre qu'on peut retrouver en fonction des villes pauvres ou des villes riches. Bien sûr, des budgets de mairie. Ça déséquilibre notre police, et la police nationale est là justement pour être équilibrée sur tout le territoire français. Alors on ne va pas noircir le tableau à tout prix, etc. Mais c'est vrai aussi, et ça sera le dernier élément de diagnostic, il y a aussi, il faut bien le dire, un taux de suicide ou de tentative de suicide au sein de la police qui est plus élevé que dans beaucoup d'autres professions. Avec l'éducation nationale, je crois que nous enregistrons beaucoup de suicides, beaucoup de dépressions, beaucoup d'arrêts de maladie. Et alors, c'est très difficile de donner un lien direct avec la profession, mais nous avons une profession atypique, nous sommes toujours dans le négatif. Nous rencontrons que du négatif. Alors, tout est lié, les raisons professionnelles, les raisons familiales. Mais effectivement, il y a une quinzaine d'années, pour des raisons, encore une fois, d'aménagement au niveau des horaires, on a fait ressortir qu'il y avait un taux élevé de suicide dans la police. Mais c'est toujours le cas. Et on en parle moins. Et est-ce que vous avez le sentiment, après on va passer à autre chose, mais que justement ces cris d'alarme des syndicats, des gens qui effectivement font des tentatives de suicide, est-ce que ça c'est pris en compte? Est-ce que vous avez l'impression que le message est passé au niveau de vos dirigeants? Alors il y a une évolution. On peut pas dire qu'aujourd'hui un directeur n'est pas sensible ou n'est pas sensibilisé sur ce sujet. Nous les interpellons régulièrement, mais eux aussi ont une pression énorme, parce que le seul but d'un directeur aujourd'hui, c'est de répondre aux attentes de sa haute hiérarchie, c'est ses statistiques, ses chiffres, et on s'écarte un petit peu du fondamental, du cœur de métier, quoi. Et du cœur de métier, c'est d'être proche de ces policiers. Alors est-ce que c'est une conséquence du malaise? On le sait, vous le savez bien entendu, la police traverse une sorte de zone de turbulence, on va dire. Il y a eu l'affaire Néré à Lyon qui est toujours en cours, il y a eu l'affaire de la BAC à Marseille, il y a eu aussi à Valenciennes 3 agents de la BAC qui sont soupçonnés de violence en réunion. Enfin, c'est pas une très bonne période en ce moment pour les policiers. Alors je vous propose de revenir sur un livre qui a été publié il y a quelques semaines, un livre de Didier Fassin, un sociologue qui a passé plusieurs mois avec des policiers de la BAC et qui en a tiré un livre. Regardez. Il a passé 15 mois au sein d'une brigade anticriminalité de la banlieue parisienne. Cet homme, c'est Didier Fassin, sociologue français, actuellement professeur à l'université américaine de Princeton. De cette immersion, il a dressé un constat en 408 pages, La force de l'ordre, où il décrit le racisme ordinaire des policiers. L'élément de base, c'est cette forme de harcèlement des populations des quartiers, et notamment des jeunes, qui consiste à les contrôler de façon régulière, injustifiée et de manière humiliante, c'est-à-dire s'accompagnant de fouilles, toujours en public. Résultat, l'extrême tension entre la population et les policiers. Un constat que partage le syndicat de police SGPFO pour d'autres raisons en cause, la politique du chiffre. Le point principal, c'est que c'est contre-productif en matière de relations police-population, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les policiers ne sont plus du tout acceptés dans bon nombre, non seulement de cités et quartiers difficiles, mais surtout près de la population. Hasard du calendrier, Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, rendait hommage ce matin à la BAC de Seine-Saint-Denis. Ceux qui critiquent les BAC sont ceux qui négligent
un aspect fondamental de la mission de la police nationale comme de la gendarmerie, qui est l'interpellation. Pas de réaction officielle du côté de la brigade anticriminalité. Jamais pourtant la relation de la police nationale aux jeunes dits de quartier n'a été examinée d'aussi près, avec un constat aussi déroutant de dérapage et de dérive. Avec la BAC qui est aussi d'ailleurs impliquée, enfin qui a un rôle dans le tir de flashball qui a blessé un supporter lors d'un match du Montpellier Hérault. Le cas de la BAC, de cette brigade anticriminalité, est-ce que c'était pas aussi, voilà, le rôle qu'on leur demande ne pousse pas finalement à un peu à les péter les plombs, on va dire? Le rôle de la BAC aujourd'hui est dans l'interpellation à tout prix. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est le rôle principal, c'est attraper le voleur et bon, voilà. Bon. Maintenant, vous demandez à n'importe quel policier aujourd'hui quelle est la position de notre police dans les différents quartiers d'une ville. C'est celle d'interpeller. Pour mémoire, on a retiré, il y a une dizaine d'années, les policiers de ces quartiers qui faisaient un travail d'investigation ou de présence, de dissuasion. On les a retirés et, encore une fois pour mémoire, peu de temps après, je pense aux violences de 2005-2006, les violences urbaines. Bon, ce ne sont pas les policiers qui ont provoqué ces violences urbaines. Il ne faut pas inverser la situation. Donc, si on retire les policiers de ces quartiers, forcément, on n'est plus en contact avec les jeunes et moins jeunes. La population ne connaît plus sa police qu'à travers l'interpellation et qu'à travers la BAC. Et la BAC, qui doit être complémentaire au travail de policiers de tenue, bien, se retrouve dans une difficulté. Et le ressenti de la population, c'est de ne voir un policier que répressif, l'image qu'il peut donner. Évidemment, lorsqu'on intervient dans des cités sensibles, dites sensibles, ou encore une fois, je vous dis bien, si le fait d'aller dans une cité, on est dans la provocation, on arrête carrément notre métier et c'est plus la peine de mettre de la police dans les rues. Non, on n'y va pas pour provoquer, on y va pour être présent. La présence ne doit pas être seulement faite par la BAC. Et c'est les raisons essentielles de cet échec, parce qu'on a vécu un échec entre la population des cités sensibles et de la police nationale. Alors ça, c'est pas le cas pour Marseille, par exemple, où là, c'est une vraie dérive. Votre position de syndicaliste par rapport à ça? Alors, Marseille, bon, c'est quand même très très particulier, effectivement, quand on entend que 30 policiers sont mis en examen. Je ne pense pas, très honnêtement, que les 30 seront déférés, mais bon. Quoi qu'il en soit, il y a un gros problème. Et ce qui me surprend surtout, que ce soit à Marseille ou ailleurs, c'est que dans notre police, nous avons une institution où nous sommes très hiérarchisés. Alors, encore une fois, je vous dis bien, la haute hiérarchie s'est éloignée de la base et a laissé dériver finalement Vous dites qu'en fait les responsabilités sont partagées. Il y a Absolument. Ces 30-là, mais vous iriez aussi voir du côté de la hiérarchie et de l'encadrement? J'ai du mal à comprendre. Écoutez, l'expérience dans le Languedoc-Roussillon, je ne vois pas comme aujourd'hui. Je prends l'exemple de Montpellier, on va prendre la ville la plus importante du Languedoc-Roussillon. Je ne vois pas comment 30 policiers pourraient aujourd'hui, même une quinzaine, pourraient pendant des années gérer avec les voyous avec des trafics parallèles. Je ne vois pas comment ce serait possible. Pourquoi? Parce que l'encadrement dans notre région est bien structuré. Je m'interroge à Marseille. Alors j'ai connu Marseille pendant 12 ans. C'est vrai que c'est très sensible, c'est très particulier. Vous savez, quand on travaille à longueur de temps dans des endroits sensibles, on peut à un moment donné effectivement ne plus voir où est la limite. Je crois qu'on a dépassé la limite dans certains cas, et un policier aujourd'hui en BAC doit être remis en question au fil du temps. C'est que le cas à Montpellier, tous les 3 ans, on vérifie un petit peu si le policier est toujours... Il y a une gestion de personnel, c'est-à-dire que c'est dangereux de laisser, notamment à la BAC, des gens pendant de très nombreuses années, c'est ça, il vaut mieux disons que... Je pense qu'il est important que les équipes puissent tourner. Après, il faut s'appuyer aussi sur l'expérience du policier, ça c'est important. On ne peut pas remettre en question toute une équipe et tous les 2 ans. Mais je crois qu'on doit gérer, on doit faire tourner les équipes, on doit être bien proche d'eux. On ne doit pas les laisser seuls dans les quartiers pendant des années. Il nous reste une petite minute. Vous, on a fait le constat, c'est vrai, vous le voyez comment, l'avenir de la police et surtout de l'avenir de son rapport aux citoyens qui est un peu faussé aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une image de la police qui s'est dégradée, il faut bien le dire. Ça va être très long à reconstruire. J'ai bon espoir, sinon je ne serais pas là pour en parler. Il faut revenir à des fondamentaux, il faut revenir à cette police proche de sa population. Il faut nous laisser travailler sur l'investigation, sur du long terme, sur le qualitatif, que ce soit en matière de stupes, en matière de contrôle d'immigration. Et il faut, même si on doit contrôler le policier, il faut les rendre responsables, les laisser responsables de leur travail. Nous avons vraiment la volonté de travailler de manière très professionnelle. On nous a considérés comme des amateurs.
ces dernières années, on nous a pris pour des robots pour faire du chiffre et pour répondre à des politiques qui se sont servis de nous. Pour séduire un électorat, rien de plus. Il faut sortir de ce schéma-là. Eh bien, merci Bruno Bartosetti d'être venu ce matin pour nous parler de votre profession et de son avenir.